Aujourd'hui, à la joute. On l'a carrément échappé. On est rendu là. Alors moi, je considère à Québec qu'on est dans une situation dangereuse. Pas inquiétante, là. Pour moi, c'est devenu dangereux. Préparez-vous, le gouvernement est sur le point d'annoncer des mesures très contraignantes dans au moins 2 régions. C'est que la situation devient de plus en plus grave à Québec, Lévis et en Outaouais. Et le gouvernement va donc serrer la vis considérablement. Que la joute commence. Avec nous pour cette édition de La Joute, vous reconnaissez Pierre Nantel, Mathieu et Emmanuel. Bonjour à vous trois. Bonjour. Donc, c'était presque écrit dans le ciel, selon certains. Emmanuel, on s'en parlait hier à La Joute, ce point de presse que tu trouvais étrange hier du premier ministre. Au fond, ça sera, on efface et on recommence aujourd'hui parce que c'est clair que ce qui sera annoncé va avoir un impact considérable dans au moins 2 des coins du Québec. Mais oui, parce que la situation est devenue critique, là. La réalité, c'est que, Paul, il y a 4 jours, les variants là, représentaient 29 des cas positifs au Québec. Je regardais les statistiques aujourd'hui, 43 C'est énorme là, comme bond en quelques jours à peine, quand tout au long du mois de mars, on avait réussi à contrôler leur montée. Pourquoi? Parce que le maire Labaume a raison, on a carrément perdu le contrôle à Québec, où les variants représentent maintenant 70 des cas positifs. Alors, le gouvernement n'a pas le choix d'agir de manière très drastique à Québec, Lévis, puis du côté de Gatineau aussi, parce qu'il se passe quelque chose dans la région d'Ottawa-Gatineau qui ne réagit pas à cette 3e vague, comme la région avait réagi dans le passé et où on sent cette 3e vague s'installer de manière beaucoup, beaucoup plus fulgurante et plus rapide. Moi, j'ai des sources à Québec là, qui me disent, imaginez ou repensez aux feux de forêt en Californie, là, les feux de broussailles qui éclatent là, presque en explosion en certains moments. Mathieu et Pierre, voyons le portrait de la situation, justement, pour bien comprendre où on se trouve ici au Québec. Et, on va le voir là, par les données par 100 000 habitants, vous allez voir, c'est clair, là, à Québec, et là, quand je dis Québec, c'est Québec et Lévis, là, sur la rive sud, vous voyez, 194, mais ailleurs, Kamouraska, c'est difficile, l'Outaouais également. Mathieu, comment, toi, tu qualifies l'évolution de la situation depuis quelques heures, quelques jours? Ben, comme tout le monde, je pense qu'on passe d'inquiétant en dramatique. La question est de savoir comment on réagit par rapport à ça ensuite, mais qu'il y a cette espèce de sentiment qu'on est en train de perdre le contrôle, que quelque chose nous échappe. En plus, il y a l'horizon de Pâques qui joue désormais le rôle symbolique de la semaine de relâche, qui joue le rôle symbolique du temps des fêtes. Donc là, on a désormais ce nouvel horizon qui inquiète. Reste à voir dans quelle mesure, cela dit, il faut frapper fort sur l'ensemble du territoire, comme certains le suggèrent, quand la doctrine, pour l'instant, ce que j'en comprends, c'est surtout frapper justement des endroits ciblés pour éviter de reconfiner, déconfiner, reconfiner, déconfiner. Il y a des limites à jouer à balançoire. Une fois que c'est dit, l'attaque des variants, on nous l'annonçait, c'était les requins. Bien, les requins viennent de mordre. La question est de savoir, cela dit, comment ne pas se laisser entraîner avec eux au fond de l'océan. Pierre, tu permets, je corrige ce qu'on voyait les chiffres, c'est les données brutes de nombre de nouveaux cas. C'est pas par 100 000 habitants, là, par rigueur, je précise. Pierre, bon, Mathieu vient de parler des requins qui prennent le contrôle des eaux dans certains coins. Mais ce qui n'était pas prévu dans l'image de A.S. Ruda, c'était que les requins se multipliaient. Hein? Parce que oui, des requins qu'on voyait pas, d'accord, c'est vrai, mais ils se multiplient. Puis tu parlais d'une image de feu de forêt tout à l'heure. Moi, je pense à un feu de tourbe, parce que tu as l'impression que c'est éteint. T'as l'impression qu'en bout de ligne, ce qu'on constate, puis on l'a vu, il y a déjà, au milieu de la semaine passée, si je me souviens bien, le médecin de la santé publique du côté de Kamouraska, Rivière-du-Loup, évoquait que quand le virus rentrait dans une famille, tout le monde était malade. Ça fait quand même un petit bout qu'on le savait. Il y a eu, je pense, un petit peu, là, il y a eu un manque de réactivité ici. Et là, ben, c'est la bonne chose à faire, aller vacciner rapidement dans ces endroits-là, isoler ces endroits-là, les déclarer zone rouge. Effectivement, c'est la bonne chose à faire. Évidemment, il va falloir être très discipliné, mais je pense aussi que ça va servir d'avertissement à tous ceux qui ne sont pas dans ces zones, qui vont soudainement changer de statut, parce que ça nous menace tous. Il faut être très discipliné, comme tu disais, avec le congé de Pâques qui arrive. Pour pas être la seule à pas parler de requins, moi, je pose la question, je voudrais pas être en reste, t'sais. Moi, je pose la question, est-ce qu'on a tellement surveillé les requins qui rôdaient autour de l'île de Montréal qu'on a été moins vigilant à surveiller Bonne question. la prise de ces requins-là ailleurs? Parce que c'est quand même hallucinant qu'à Montréal, où tout était concentré, on réussit, ça va pas bien, mais on réussit à contrôler cette tension sur le fil de fer, et que quand le maire Labaume dit on l'a échappé à Québec, ben oui, 70
des cas qui sont les variants. Donc, est-ce qu'on a tardé à intervenir à Québec? Est-ce qu'on a tardé à voir les percées et les menaces assez rapidement? Je pense que la question doit se poser. Oui. Mais Mathieu, ça, c'est une façon de voir. L'autre, est-ce qu'on n'a pas levé le couvre-feu? On l'a amené à 21h30. Est-ce qu'il n'y a pas une incidence directe? On a rouvert les restaurants et autres activités du genre et on regarde le résultat. Ouch! Ouais, ben, moi, là-dessus, tu me permettras d'être en désaccord un peu. Je pense, à moins de consentir qu'avant qu'on soit tous vaccinés clairement, puis que la vaccination soit arrivée à son terme, on doit consentir au confinement définitif, c'est une option. Mais je pense que c'est pas l'option de tout le monde. Puis dans la mesure du possible où on sent que ça relâche un peu, donner de l'oxygène, ça ne me semble pas être une politique hasardeuse. Le problème, ce qu'on voit en ce moment, je crois, puis ça, on le voit, c'est l'effet de contagion, c'est que quand on sermonne toute une population en disant « vous êtes relâchés, mes maudits, puis reprenez-vous, puis travaillez plus fort, puis séparez-vous », on oublie qu'en dernière instance, les coupables ou responsables sont probablement pas si nombreux. Le propre du virus est de pouvoir s'étendre très rapidement, mais quand on culpabilise toute une population, comme s'il y avait eu un relâchement généralisé, alors que dans les faits, on est probablement, ce qu'on le voit, devant 1, 2, 3 endroits où là, on l'a échappé, mais c'est pas l'ensemble de la population qui en est coupable. Il faut éviter, je crois, d'avoir un ton d'évêque qui gronde son troupeau. Et tu parles de qui, Ben, là? moi, Tu parles de je- qui, Mathieu? Ben moi, quand j'entends le maire Labaume qui dit « on l'a échappé », comme si collectivement, il y avait une espèce de dérapage. Ouais. Moi, j'ai un instant... Ah, mais moi, Je j'ai pense entendu qu'il que c'est la blâme pas santé. mal le gouvernement, moi, personnellement, ici. Là. Puis, Moi, j'entends que c'est la santé publique qui l'a Voilà. échappé à un moment donné. Là. Je veux dire, Ouais. il y a des gens Non, dont non. c'est la job en ce moment de surveiller les Ouais. taux de positivité, de faire les traçages de cas et de sonner l'alarme quand le tableau est en train de changer. Ouais, mais Alors, on n'a pas écouté le même discours. Quand il dit là, on a des beaux muscles maintenant, on est Ouais, fiers d'avoir mais des beaux justement, muscles. Mathieu, parce que là, écoute, Régis Labaume est back, là. Oui, oui, mais moi, je le dis, Régis Labaume, mais c'est... Non, mais la situation, elle est simple. Là. Pour ceux qui sont pas au courant, qui nous écoutent, il y a un gym dont le propriétaire était très revendicateur Voilà. au moment où il était fermé. Rappelons-nous. il voulait défier la loi, lui. Oui, carrément. Et là, par hasard, il y a une éclosion. Là, vous savez, là, ce matin, on disait il y a 40 personnes de ses clients qui ont contracté la COVID. Exact. Tout. On est rendu à 70. Absolument. En ce moment. Alors voilà pourquoi écoutons maintenant la pointe de colère du maire de Québec. Les propriétaires sont de qualités inégales dans ce genre d'établissement-là. 40, là, c'est plus de l'insouciance, là. C'est de la totale irresponsabilité. Ouais. Bravo, champion. Tout le monde a des beaux biceps, là, mais le monde est malade. Oui. Ben, c'est bien dit. Ben, moi, ce que je voulais dire, c'est que, ben, bon, premièrement, effectivement, il y a ici une dimension un peu, moi, je dirais, un peu audacieuse de ce personnage-là qui était prêt à défier la loi. Aujourd'hui, on constate que, de toute évidence, le fond de sa pensée, c'était quand même, vous exagérez. C'est ça qu'il disait. En gros, il disait ça avant, il disait ça maintenant, puis là, ben, la preuve de ça, c'est qu'il ne nettoyait pas ses machines, puis qu'il a laissé les gens se contaminer entre eux. C'est épouvantable. Par contre, j'aimerais revenir sur le point que Mathieu évoquait tout à l'heure, se faire semoncer. Moi, en tout cas, je peux dire qu'en fin de semaine, je suis allé marcher sur le Mont-Royal. J'ai vu beaucoup, je sais pas, mais au moins 150 jeunes marcher en gang, zéro distanciation, zéro masque. Alors, effectivement, non, mais je comprends, Mathieu, tu veux pas qu'on s'en prenne à la population, mais on peut s'en prendre aussi au gouvernement qui a lui-même été un petit peu trop fanfaron la semaine passée. oui. C'est très clair, là. D'accord. On résiste. Bon, c'était un mauvais choix de mots. Je suis persuadé, je m'attends, si M. Legault veut maintenir sa relation d'amour avec les gens, je m'attends à ce qu'ils se disent, écoutez, j'ai fait une erreur. J'ai mal choisi mes mots. À même ma conférence de presse, comme le disait Emmanuel, je valsais entre deux extrêmes, mais clairement, on a tous, quand on l'a échappé, tout le monde ici, et puis tout le monde s'attendait. En fin de semaine, à part qu'on va-tu voir grand-maman, on la verra pas, on a-tu droit, es-tu vacciné? Ça, on doutait, regarde. Clairement, ici, on doit être extrêmement prudent. Pierre, je je suis vais tellement me permettre juste une pointe transgressive, pardonne-le-moi. Il est normal de respecter... Une pointe. Mathieu, écoute-moi. Une pointe. Oui, toute petite. Il est normal de respecter les Ouais. règles. Il est normal de ne pas aller voir grand-maman. Mais je trouve que c'est normal de se l'être demandé quand même si on allait la voir une fois. Quand même. C'est normal de s'être posé Oui, la question. oui, Dire grand-maman, normalement, si elle a son statut de grand-maman, il y a des bonnes chances qu'on n'en ait pas pour 20 ans devant elle. Ça se peut qu'on en ait pour 2 T'as ans, raison. 3 ans, 4 ans. Qu'on se soit posé la question. Est-ce qu'on va voir grand-maman? Moi, j'ai pas envie de gronder les gens parce qu'ils se sont demandé ça. Ben J'ai non, pas t'as envie- raison. Il y a quelque chose là-dedans. Les fêtes. C'est quand même le...
c'est quand même la conscience qui a le droit de parler en disant il y a différentes variables dans ma tête, il y a les variables et les variants, disons ça comme ça. Et là, se poser la question, est-ce qu'on se transgresse juste un peu parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, qu'on sait qu'il est malade, puis va-tu être là l'an prochain? Je parviens pas à en vouloir aux gens de se poser Mais ça, c'est comme les Non, mais il pensées faut arrêter de impures, faire la les morale pensées aux gens, impures là. du Ah ben oui, mais on est en temps religieux. Hein. Ouais, c'est Moi, ça. je peux plus entendre un premier ministre qui vient dire les gens trichent, puis c'est de la faute aux gens qui trichent, puis on n'a plus l'adhésion qu'on avait. Ben non, on n'a plus l'adhésion qu'on avait. Allô, ça fait 1 an que ça dure, le monde en peut plus. Ça fait depuis le 28 septembre que les citoyens du Québec n'ont pas le droit de voir des proches et des amis. Il n'y a aucune autre société où on s'est tapé ça aussi longtemps, là. Alors, il faut quand même le dire. Et donc, à un moment donné, si le monde a lâché et ont abandonné le bateau et le navire, il y a des causes pour ça. Moi, je soupçonne que la première, c'est ce discours jovialiste autour de la lumière au bout du tunnel. Faites-vous-en pas, le 24 juin, c'est réglé tout le monde. On déconfine assez rapidement. Même dans les zones rouges où on arrive à un moment où, à part les restaurants, il n'y a plus de différence, mais salles de spectacle, les gyms, etc. C'est clair. Les Je maisons. peux pas reprocher au si je monde peux me de dire, permettre. hey, là, si mon voisin, il va à l'église, là, mais moi, ma sœur, que j'ai pas vue depuis je sais pas combien de temps. Ah, ça, c'est sûr. Et donc, c'est la responsabilité du gouvernement, moi, je crois, aujourd'hui en particulier, pour faire une allégorie de Pâques, de ressusciter la solidarité collective qui nous a échappé. Wow. Il faut ramener tout le monde dans ce bateau-là. Et ça veut dire appeler tout le monde à se serrer les coudes plutôt que de miser sur la honte, le pointage de doigts et le sermon. Là. Ça, c'est le défi de, appelons-le, tu sais, continuons dans les analogies, le mystère de la Sainte Trinité qu'on va voir à 17h, Oh boy. dont le message était tellement écouté à un certain moment. Mais disons-nous, amorçons cette discussion-là, parce que je suis convaincu que les gens qui nous écoutent se disent les mêmes choses et vos points de vue expriment probablement les courants les plus forts dans notre société. Mais il faut quand même se dire, Mathieu, qu'en ce moment, on comprend tous que c'est probablement le cœur de la dernière bataille. Là. Tu sais, on regarde froidement si les vaccins restent efficaces contre l'éventuel variant. Mais tu sais, alors donc qu'on baisse la garde ou que tu sais qu'on fasse moins attention parce qu'on est tanné, on va tous payer le prix si tout le monde agit comme ça. Mais comprends-moi, je ne vais pas dire un seul instant, parce que je le crois pas. Je dis pas aux gens, le laisser tomber, on lâche. C'est évidemment pas ça l'idée. C'est qu'il y a une manière d'aborder la population, sur le mode du sermon, qui, personnellement, je parle pour moi, m'exaspère à la puissance. Mais qu'est-ce qu'il devrait dire? Vous êtes trois communicateurs. Moi, je peux dire, en tout cas, personnellement, que j'ai tendance à pas acheter cette version-là des faits, Mathieu, parce que, pour moi, la vérité, à moins que tu aies des vulnérabilités psychologiques aiguës, précises, honnêtement, il faut faire des efforts. On est tous... Moi, je suis peut-être partie des privilégiés qui peut vivre son confinement dans une maison avec un terrain. J'ai un char, puis je travaille. Je comprends tout ça. Mais la vérité, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des sacrifices gigantesques. Il y a 50 ans, il y a 70 ans. Là, c'est ça notre défi. Je reviens à la publicité anglaise où on évoquait les sacrifices faits durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça qu'on demande au monde. C'est sûr qu'il y a des gens vulnérables. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui sont pas vaccinés, qui sont polyhandicapés, qui sont pognés chez eux. C'est épouvantable. Mais en général, c'est en général qu'on parle. En général, il faut être patient. On est, comme le disait Paul, on est à 1 mois à peu près de la porte de sortie. Puis là, c'est les Pâques qui arrivent. Puis là, évidemment, on est ouvert. Et moi, je pense que c'est la semaine passée qu'il y a eu une espèce de délire là, d'ouvrir à 250 pour les lieux de culte. Mais voyons donc, allons-y au moins au pourcentage de la capacité d'accueil de la salle. 250, c'est du monde en maudit à la petite chapelle. Fait que ça, c'est une erreur, surtout avec Pâques qui arrive. Alors moi, je m'attends, puis je trouve que le gouvernement a bien géré ça jusqu'ici dans l'ensemble. Mais effectivement, la semaine passée, je suis le premier à dire... Il me semble que c'est un peu jovialiste de dire le Québec résiste. Je sais pas où est le jovialisme. Bien franchement, quand on me dit qu'on déconfine trop, moi, un instant, là, on donne des petits bouts d'air pour que les gens respirent, et puis là, on semble interpréter ça comme un laxisme généralisé. On n'a pas le droit... Je vais peut-être... J'ai l'air d'avoir monomaniaque, mais... Moi, je me suis fait une espèce de dictionnaire de la COVID. Comment t'appelles ça? Je vais être monomaniaque. Puis là, je fais mon dictionnaire de la COVID. Puis là, je commence à traduire le langage du gouvernement. Puis là, je me dis, bon, contact social non essentiel. Traduction, ami. Contact social non essentiel. Traduction, famille.
Tout ce qui fait le sel de la vie est traité en ce moment comme un contact social non essentiel. Oui. On ne peut pas, puis là, j'ai bien beau dire, c'est notre Deuxième Guerre mondiale. Au moins, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait le privilège de l'amitié et de la camaraderie en s'en prenant la mitrailleuse allemande. Là, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait la camaraderie, ça fait partie de la vie. En ce moment, cette manière de traiter les relations humaines comme si c'était secondaire, essentiel, on pouvait s'en passer. Il faut juste un petit effort pour pas voir ses proches une autre année. Mais Mathieu, t'en sors pas. Parce que enfin, ce qui fait en sorte que le virus se propage, ce sont les contacts sociaux. Oui, mais qu'on vienne pas nous dire qu'il y a eu trop de déconfinement. Il est où le gros cadeau qu'on nous a fait? Il y a eu des petits espaces de liberté qui ont été concédés. J'ai pas l'impression qu'on a basculé. Il n'y a pas de cadeau dans l'affaire. Moi, je vois deux choses dans le scénario. Il faut que... Moi, je partage l'opinion de Mathieu à ce chapitre, que cette interdiction globale qui dure depuis le mois de septembre de voir nos amis, nos proches, commence à être insupportable pour une grande proportion de la population. Donc, il faut trouver une façon de, maintenant qu'on est à resolidariser les gens, de dire, cette porte-là, oui, on va vous l'ouvrir à un moment donné. Le beau temps s'en vient. Il y a même des épidémiologistes à Toronto, ça va super mal, là, qui disent, à un moment donné, il est là le problème. C'est la raison pour laquelle les gens décrochent. Il faut commencer à mettre en place des scénarios pour que les gens puissent se voir dehors, sur leur terrasse. Mais moi, ce qui me surprend, qui est absent du discours du gouvernement, c'est qu'il y a une chose fondamentale qui a changé là, depuis quelques semaines. Là. Ça fait 1 an qu'on est dans une logique où principalement les gens de notre âge, à nous, là, Pierre, Paul, Mathieu et moi, là, objectivement, on ne veut pas l'attraper, la COVID. Mais on s'imagine, on n'est pas dans la tranche d'âge qui va se ramasser aux soins intensifs. Maintenant, oui. On s'entend? Ben, alors que maintenant, c'est ça. Alors que maintenant, on est dans cette tranche d'âge-là. La réalité, c'est que c'est l'heure où les gens de notre âge doivent avoir peur d'attraper la COVID. Et ça, c'est un message qui est très fort, objectivement, pour dire aux gens, écoutez, tenez le coup, là, parce que là, c'est votre tour. Vous avez passé 1 an à avoir peur que ce soit papa, maman, ma tante, grand-maman, mais là, c'est vous qui êtes dans la mire du virus. Alors ça, moi, en tout cas, ça me semble une raison assez forte pour inciter les gens à y penser à 2 fois. Parce que si tu te ramasses aux soins intensifs la semaine prochaine, là, oublie ça l'été, là. C'est 2-3 semaines, 1 mois aux soins intensifs. Après ça, il faut réussir à sortir de l'hôpital. Puis après ça, il faut aller en réhabilitation. Il n'y en aura pas d'été, là. Et ça, moi, je trouve que c'est un message que le gouvernement devrait mettre de l'avant, parce que ça fait peur. Ouais. L'autre argument aussi, regardons le portrait ailleurs, parce que c'est pas comme si on ne sait pas ce qui s'en vient, ce qui se prépare ailleurs, un peu partout. Là. Ça, c'est au Canada anglais. Emmanuel, tu nous en parles à chaque jour. Donc, l'Ontario, mais c'est vrai dans les provinces dans les prairies, puis les provinces de l'Ouest également. C'est encore pire qu'au Québec en ce moment. Donc, on le voit, le feu est pris partout. C'est vrai aussi, parce que là, on va aller ailleurs dans le monde, là. Parlons un peu de ce que la France a annoncé aujourd'hui. Le président s'adressait aux Français il y a un instant. Si je m'adresse à vous ce soir, c'est pour appeler à la mobilisation de chacun pour ce mois d'avril où beaucoup se joue. Parce que, Pierre et Mathieu, ça reconfine, ça serre la vis considérablement en France encore aujourd'hui. Oui, mais il y a une chose qui nous distingue vraiment de la France, cela dit. Ici, il y a quand même, ça, il faut s'en féliciter, on peut s'en réjouir, il y a une espèce de consensus général sur le mode de gestion de la pandémie. Il y a des discours un peu dans les marges, mais globalement, il y a ça. En France, il ne faut pas sous-estimer le désaccord, la question du confinement, la question de la gestion de la pandémie est devenue une question politique à part entière. Il y a des désaccords de fond sur la légitimité, la portée du confinement dans les circonstances. Donc, il faut voir à quel point, en France, là, la décision a été prise parce qu'il y a effectivement une situation d'urgence, mais il ne faut pas sous-estimer à quel point il y a fracture politique. Et deuxièmement, puis ça, j'ai eu 1000 échos qui m'y arrivent d'une manière ou de l'autre. D'un côté, c'est la France, c'est le pays de l'absolutisme impuissant. On a d'un côté une espèce d'autorité qui est très ferme, des mesures fermes, et ainsi de suite. Et ensuite, puis là, il n'y a pas de mouvement organisé contre les mesures. Mais chacun négocie très, très, très librement avec tout ça. Il y a aussi le circuit, faut-il le dire, ça m'amuse quand je l'ai évoqué. Il y a les fameux restaurants clandestins. Il y a une scène qui était assez amusante. Oui. Je pense que c'était il y a 2 semaines. Il y a des gens qui étaient sur un plateau télé qui expliquaient aux gens, mes petits maudits, vous allez arrêter de vous voir, faut pas vous tenir proche, faut vous tenir, séparez-vous. Puis on les retrouve
le soir même, dans un restaurant clandestin, à faire le contraire de ce qu'il prêchait. Donc, moi, je sais, vous connaissez mon image, c'est l'évêque au bordel. Et quand on voit tout ensemble la curie au bordel, eh bien, le commun du mortel se dit, ben, c'est mon tour quand même d'aller faire un tour. C'est pas arrivé au Québec encore, ça. Non, il n'y a pas de doute là-dessus. Non, mais d'ailleurs, honnêtement, ici, là, je pense que M. Macron avait intérêt aussi à s'adresser à la nation aujourd'hui, dans la mesure où, au-delà de tout le dramatique de la situation, beaucoup de gens étaient exaspérés, justement, bon, peut-être parce que ce phénomène que je connaissais pas, merci Mathieu, mais j'ai entendu un médecin français parler de 50 nuances de confinement. Il y avait comme trop de micro-mesures, trop de variations ici. Alors, effectivement, M. Macron, c'est quand même incroyablement solennel ce qu'on vient de voir, là. M. Macron faisait sa présentation extrêmement documentée. C'est pas rien. On parle de 4 semaines. Et ça, sans compter. Faut les faire, les efforts. Ailleurs, et, on va observer ce qui se passe en Ontario. Ouais. En Ontario, Emmanuel, oh boy, à suivre. C'est demain, ça. C'est demain qu'on y passe. Un jour suffit à peine. L'autre nouvelle importante, c'est révélation du bureau d'enquête. Vous avez vu à la une du Journal de Montréal cette photo de 2019 qui refait surface et qui, disons-le, embarrasse au plus haut point le gouvernement, mais surtout le ministre Pierre Fitzgibbon. C'est que à côté de M. Fitzgibbon, il y a un individu qui s'appelle Éric Martineau-Fortin, qui est cofondateur d'un fonds d'investissement qui s'appelle White Star, dans lequel M. Fitzgibbon a encore des investissements, dit-il, à la hauteur d'une grosse voiture électrique. Pierre, on parle de quoi? 100 000 au moins, là? Ben, quand on spécifie une grosse voiture électrique, ça va être une Tesla super équipée, au moins autour de 200. OK. Donc, il y a encore de l'argent à peu près à cette hauteur-là dans le fond. Il a fait se rencontrer cet homme-là. Et dans le fond, il y a Investissement Québec qui est impliqué également. Devinez qui est le patron d'Investissement Québec? C'est Pierre Fitzgibbon. Bref, toute une histoire. Avant d'aller à vous, voyons voir ce que l'opposition en dit. Le premier ministre, jusqu'à aujourd'hui, protège encore cet homme-là et que officiellement Québec solidaire lui dit, là, tassez-les de son siège. J'ai un profond malaise de siéger avec un député qui est en contravention avec le code d'éthique. Il en va de la confiance du public envers l'institution et là, on est en train de la briser. M. Legault a une éthique que je vais qualifier d'élastique, de flexible, d'électoraliste, selon l'ère du moment. Un mot chacun. Est-ce que les partis d'opposition ont raison d'être aussi féroces qu'ils le sont en ce moment sur M. Fitzgibbon? Pierre? C'est la balance des inconvénients. Est-ce que M. Fitzgibbon va arriver avec plein de bonnes idées économiques? Hein? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on doit vivre? Est-ce que M. Legault choisit de vivre avec ces malaises? Encadrez-là quelqu'un, d'envoyer-y du personnel. Mathieu? Oh, je pense que c'est du théâtre parlementaire habituel, c'est-à-dire ils ont l'impression qu'un maillon faible au gouvernement, on transforme des événements qui, à ce qu'on en sait, ne relèvent pas du conflit d'intérêts pour peu qu'on regarde, et là on transforme ça en scandale, parce qu'on a l'impression qu'on pourrait faire tomber Fitzgibbon et affaiblir le gouvernement qui, sinon, a une popularité triomphale. Donc là, j'ai l'impression qu'on voit la brèche, on voit la faille, on frappe, c'est du théâtre, et apparemment on devrait s'indigner devant les comédiens. Emmanuel, avant d'aller à toi, parce que le ministre lui-même, dans son point de presse ce matin, a reconnu qu'il y avait apparence de conflit d'intérêts. Voilà. Écoutons-le, puis Emmanuel, je vais t'entendre. Il y a zéro conflit d'intérêts. Il n'y a personne ici qui va pouvoir... quand je quitterai la politique, je serai à ma retraite, il n'y a personne qui va jamais dire qu'il y a eu des conflits d'intérêts. C'est de l'acharnement pour moi, le Journal de Montréal, qui a fait un matin, mais ça ne me dérange pas. Pour moi, c'est du bruit sur la ligne. Là. Moi, je focalise sur ce que j'ai à faire. Je peux vous confirmer que je pense que le Québec a une position extraordinaire. Apparence, peut-être, oui, mais c'est ça. L'apparence, on a joué dans ce film-là. Effectivement, il faut justifier. Je pense que j'aide la CAQ, mais c'est vous quoi? C'est pas à moi ni à vous à décider. Si le gouvernement pense que je nuis, je vais quitter. Emmanuel. Bien, c'est ça le problème. C'est qu'il y a... Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a un scandale, que M. Fitzgibbon est malhonnête et qu'il faudrait qu'il démissionne. Pas du tout. Mais il l'a dit lui-même, il y a apparence de conflit d'intérêts. Et le problème politique de M. Legault, c'est que c'est lui qui, dans l'opposition, a tracé la ligne à ne pas franchir, comme étant non pas basée sur les faits d'une situation d'éthique, mais sur l'apparence. C'est M. Legault qui a passé des années dans l'opposition à sauter sur chaque apparence de conflit d'intérêts pour déchirer sa chemise, demander des démissions, exiger des comptes. Alors, qu'est-ce qui arrive en ce moment? M. Legault subit la médecine qu'il a lui-même infligée à ses adversaires pendant des années. Et c'est ça, moi, je trouve, qui est triste politiquement là-dedans. C'est qu'on se retrouve avec un débat complètement envenimé,
qui n'est pas basé sur les vrais faits de la situation de M. Fitzgibbon. Et pire que ça, c'est que le vrai débat qu'il faudrait avoir autour de ces questions-là, c'est est-ce qu'il faut en effet revoir la loi sur le code d'éthique à l'Assemblée nationale? Est-ce que cette loi-là reflète la réalité d'aujourd'hui? Et à un moment donné, moi, je pense que c'est légitime, je trouve ça débile d'exiger que des hommes d'affaires se départissent de tout ce qu'ils ont bâti pour faire de la politique. On a exigé de Paul Martin qu'il vende son entreprise. Heureusement, il est assez riche, il a pu la vendre à ses fils, mais quand même. On a exigé de Bill Morneau à Ottawa qu'il vende l'entreprise qu'il avait bâtie lui-même pour des mêmes raisons complètement obtus. Et là, on est en train de faire un traitement à M. Fitzgibbon. Mais le gouvernement ne peut pas l'avoir, ce débat-là, et il ne peut pas être serein. Parce que le gouvernement exige, en ce moment, que la loi telle qu'elle est écrite ne s'applique pas à son champion. Ben voilà, mais ça, c'est pas de même, ça marche. Mais moi, je pense qu'Emmanuel dit quelque chose d'essentiel. Puis là, je le dirais dans des mots qui ne sont pas les siens. Mais il y a une forme d'intégrisme éthique. J'entends par là que si on pense que dès que quelqu'un qui est passé dans le milieu des affaires arrive en politique, il doit se laver de la souillure de son passé, qu'il faut se délivrer. Mais ça s'applique à tout le monde. Vous avez été un intellectuel. Ça va Saint-Suaire bientôt. Non, mais la question, ça va faire les analogies. Là, mais Mathieu, la question n'est pas là. C'est qu'il y a encore des intérêts dans des entreprises, oui, mais à un moment donné, y compris dans ce fonds d'investissement. C'est que là, il y a quand même à quoi ça sert une fiducie sans droit de regard? Voilà. Alors? Et puis là, il faut quand même, à un moment donné, s'il doit, parce que je pense que la question, il faut la prendre plus largement. Si la condition, j'y reviens, d'entrer dans le monde politique, c'est véritablement marquer une telle rupture avec la vie d'hier que, eh bien, il y aura plus la trace, la possibilité de l'apparence d'un conflit d'intérêts alors qu'il n'y en a probablement pas, eh bien, on comprend la suite. C'est que des figures des gens d'affaires ne viendront plus en politique. Ça va être réglé. Ça va être fini, ça va être terminé. Or, moi qui ne suis pas un fan absolu des gens d'affaires, moi qui pense que c'est pas le seul profil à valoriser, j'ai pas envie non plus de me passer de ce profil-là dans la vie politique. Non, mais c'est pour ça qu'ici, on dirait qu'il y a une incohérence. C'est-à-dire qu'on veut le dynamisme de quelqu'un qui pense en dehors de la boîte, comme on dit. Et on veut cette espèce de champion de chambre de commerce que tout le monde va voir là, au tournoi de golf, puis ça discute de projets, puis oui, c'est une bonne idée. On veut ce genre de champion-là. En tout cas, c'est ce que M. Legault voulait. Mais quand on amène ce bébite-là au gouvernement, à ce moment-là, il faut l'encadrer. J'ai l'impression ici, puis ça fait longtemps que j'ai cette impression-là. M. Fitzgibbon, moi, je salue sa vision et cette innovation qu'il a dans l'économie, cette façon de vouloir nous mener dans l'électrification des transports, dans notre commerce Internet, etc. Sa vision semble dynamique et sortir de la boîte habituelle. Mais à ce moment-là, assurons-nous qu'il y a des matelas autour de lui qui vont s'assurer qu'il ne va pas trop esquinter les murs. Parce que clairement, ici, ce genre de débat... esquinter les murs, par ailleurs. Ben, c'est parce que, tu sais comme moi, Emmanuel, qu'en politique, autour d'une personne qui fait un travail, un ministre ou même un député, il y a beaucoup de personnel. Et parfois, on s'appelle entre personnel pour dire « Hey là, il faudrait que tu dises à ton boss qu'il fasse ceci, cela. Oui, mais je sais, bon... » on dirait qu'il n'y en a pas de gestion. Pierre Fitzgibbon est comme là, chez là, c'est comme un chien fou dans un jeu de quilles. Je veux dire, m'emmener, ça a des conséquences. Et c'est gérable. Et ça, je trouve que c'est pas géré. On poursuit mais l'attaque le débat. Qu'il mène, si je peux juste un petit dernier mot, l'attaque qu'il mène contre la commissaire à l'éthique aussi est en train de se transformer en une attaque contre une institution importante. Et ça, c'est quelque chose qu'un ministre de sa stature au sein du gouvernement ne devrait pas faire. Et ça contribue à amplifier le problème politique pour M. Legault. Parce que la loi, c'est la loi. Et elle reste la loi tant qu'elle est la loi. Mais pas Vous ne bougez pas parce qu'on va poursuivre le débat dans un instant à la joute. On va aller, entre-temps, retrouver le camarade Pierre. Bien sûr, Pierre, tout le monde a les yeux tournés vers le point de presse, Premier ministre. Avec un nouveau palier, vraisemblablement, qui va arriver, palier noir là, pour Québec, l'Outaouais. Vous en avez longuement parlé. On aura l'occasion d'aborder tout ça aussi tantôt. Qu'est-ce qui arrivera des couvre-feux? Qu'est-ce qui arrivera de la fête de Pâques qui s'en vient? Comment on pourra célébrer tout ça aussi? En tout cas, en restant confiné, il n'y a pas de doute là-dessus. Comme la France a annoncé des mesures très strictes aujourd'hui aussi. Mais absolument, il faut entendre ce reportage ce soir concernant le rapport du coroner, concernant la mort du président de Savoura et son fils de 14 ans qui ont péri dans un écrasement d'hélicoptère. On se souvient, c'était en 2019. Il y avait l'hélicoptère qui n'était pas du tout, pas de mise au point de cet appareil-là qui a volé avec des problèmes mécaniques importants. Mais d'autre part, on apprend que le jeune de 14 ans
aurait pu survivre plusieurs heures, voire quelques jours même, et qu'on n'a pas pu le retracer parce que TELUS tardait à donner les informations. Il n'était pas tenu de le faire en vertu de la loi non plus à la Sûreté du Québec, les données de téléphone qui auraient permis de localiser l'appareil le plus rapidement possible. En tout cas, on attend des détails, d'autres détails là-dessus, mais c'est assez troublant ce qu'on apprend. Absolument. Imaginez pour la famille. Oui. Pierre, on se retrouve bien sûr. À tantôt, vous serez là avec Emmanuel aussi. Dans un instant aussi, ça commence à chauffer, de nouvelles offres dans le secteur public et des manifestations un peu partout. Et le recteur de l'Université d'Ottawa qui finalement intervient à l'égard du prof Attaran, sans le nommer cependant. Dans un instant, à la joute. Au printemps, on veut du changement. Pendant notre vente printanière, obtenez 25 de rabais sur tous les stores verticaux et horizontaux, 25 de rabais sur tous les rideaux et 20 de rabais sur toutes les persiennes. Illuminez votre maison ce printemps. Au marché du store, on vous facilite la vie. Jusqu'au 31 mars, c'est l'événement Mon Choix de Nissan. Découvrez la toute nouvelle Sentra 2021 et obtenez jusqu'à 750 $ de rabais Mon Choix à la location. Ou bien un taux réduit jusqu'à 1 % à la location. Ou alors un ensemble d'entretien sans frais pendant 5 ans. Vous pouvez aussi louer la Sentra S 2021 à partir de 240 $ par mois pendant 60 mois, incluant le rabais Mon Choix de 750 $. Plus de détails sur nissan.ca. Un traceur à l'épreuve de New York. Crayon gel Tattoo Studio de Maybelline New York. Résiste aux bavures, à la transpiration et à l'eau. Jusqu'à 36 heures de tenue. Crayon gel et traceur liquide Tattoo Studio de Maybelline New York. On va tout faire pour la retrouver. Pour pouvoir vous aider, il faut que je refasse toute la chronologie de la fugue, de la disparition qu'on vit actuellement de votre fille Natacha. Une infiltration au cœur de la réalité des fugueuses. C'est une mauvaise nouvelle. Je viens de parler avec des gens du centre jeunesse. Caroline est repartie en fugue. Est-ce que vous la connaissez? C'est une petite fille que j'ai déjà vue. Tu peux pas rester caché le restant de tes jours. En fugue. Dernier épisode, vendredi 21h sur LCN. Elle aime tout faire. Du camping, du jogging, du shopping, du cocooning. Et cet été, elle fera du outdooring. Vous connaissez? Découvrez la collection de mobilier extérieur outdooring exclusivement chez Trévi et profitez de 200 $ de rabais par tranche de 1 000 $. Merci Trévi. Jeans Dépôt, ce printemps, venez voir nos spéciaux pour le travail, souliers à 39,99, espadrilles 69,99, bottes 49,99 et pantalons de camouflage 2 pour 50 $ dans tous vos Jeans Dépôt. Présentement chez Chaussures Pop et Go Sport, la grande vente anniversaire bat son plein. Grattez, économisez. De 10 à 50 % de rabais sur tous nos vêtements et chaussures au magasin, même sur les articles à prix déjà soldés. Jusqu'au 11 avril, chez Chaussures Pop et Go Sport. Ceci est un aligneur de Smile Direct Club. Il permet à Smile Direct Club d'aligner vos dents de façon délicate. Portez-le tel qu'indiqué, vous obtiendrez un sourire que vous allez adorer, jusqu'à 60 % moins cher qu'avec des broches. Commencez sans frais sur smiledirectclub.ca. Nettoyer à 10 % ou nettoyer à 99,9 %. Pine Sol tue 99,9 % des germes et le virus de la COVID-19. Comment mesure-t-on la puissance d'un moteur? En battements de cœur à la minute. Le Mazda CX-30, offert avec moteur turbo. Enfant, Max Domi rêvait de jouer dans la LNH. Mais lorsqu'il avait 12 ans, le diagnostic de diabète de type 1 a compliqué les choses. Avec le Dexcom G6, un système qui surveille son taux de glucose de façon continue, Max n'a plus besoin de se piquer le doigt. Et comme le Dexcom G6 peut l'avertir avant que son taux de glucose soit trop bas, il peut se concentrer davantage sur le hockey. Le diabète ne s'arrête jamais. Et moi non plus. Au printemps, on veut du changement. Pendant notre vente printanière, obtenez 25 % de rabais sur tous les stores verticaux et horizontaux, 25 % de rabais sur tous les rideaux et 20 % de rabais sur toutes les persiennes. Illuminez votre maison ce printemps. Profitez de notre nouveau service à domicile.
Parlons de politique et de nouvelles américaines. On va aller retrouver Richard en direct à Washington. Richard, qui suit pour nous, on est, Richard, au 3e jour du procès de l'ancien policier qui est accusé du meurtre de George Floyd. Encore aujourd'hui, Richard, des témoignages très, très troublants qui ont été entendus. Perturbant, Paul, parce que les gens nous racontent ce qu'ils ont vécu et comment ils ont vécu ça. Beaucoup d'images aussi diffusées de l'arrestation. Et celles-là, je tiens à ce qu'on les regarde aussi pendant qu'on se parle. L'arrestation de George Floyd avant celle qu'on a vue ultimement, là. Mais dans ce cas-ci, c'est un homme qui est stationné derrière la voiture et qui voit comment se passe cette arrestation. Et les gens, on sent des tensions. Derek Chauvin essaie de force de sortir de son auto, George Floyd. Et puis, ces images importantes aussi, elles sont de l'intérieur de Cop Food. C'est cette épicerie où tout se joue initialement, Paul. C'est important parce que c'est là que George Floyd, vaguement agité, on le voit sur les images, va tenter d'acheter un paquet, va acheter ultimement un paquet de cigarettes avec ce qui est apparu à Christopher Martin, un jeune employé de 19 ans, comme un faux billet de 20 $. Il en a parlé à un responsable de l'épicerie. Et ce responsable de l'épicerie, il a dit, confronte-le, George Floyd, va le voir dans le stationnement, dis-lui de revenir te payer à l'intérieur, et il n'a pas voulu rentrer. C'est à ce moment-là que le gérant a appelé la police. Je vais te faire entendre un extrait, en fait des bouts d'extrait du témoignage de Christopher Martin. C'est particulièrement déchirant. Martin explique d'abord la politique de l'épicerie à l'égard des faux billets lorsque les gens payent avec de l'argent ainsi qui n'en est pas. Et puis, dans un deuxième temps, comment lui a vécu la vision, le fait de regarder l'arrestation qu'on sait ultimement fatale de George Floyd. Écoute bien. The policy was that if you took a counterfeit bill, you would have to pay for it out of your money or your paycheck. It gives you an incentive to be careful about what you take. Yes. All right. So, did you think that bill might not be legitimate? I did. You saw you standing there with your hands on your head for a while, correct? Correct. What was going through your mind during that time period? Disbelief and guilt. Okay. Why guilt? If I would have just not taken the bill, this could have been avoided. Moi, ça m'arrache le cœur, ce genre de témoignage-là. Le jeune de 19 ans, il prend sur lui la culpabilité d'ultimement ce qui s'est passé en disant, si je lui avais tout de suite dit, garde-le ton 20 $, on n'aurait pas appelé la police, ça ne serait pas arrivé. C'est un peu comme la jeune femme hier, qui avait filmé la scène et qui se sentait coupable parce qu'elle n'avait pas fait davantage. Alors que le policier, rappelons-le, l'ex-policier, Derek Chauvin, lui n'est coupable de rien. Il a plaidé non coupable au fait d'avoir tué un homme ainsi qui était innocent. Je vais te faire entendre aussi, écoute bien ça, là, pendant quelques secondes, le témoignage de Charles McMillan. Écoute bien, je t'explique par la suite. Wait a minute. Paul, tu le vois, là, cet homme-là, c'est un homme de 61 ans qui n'a pas été capable de garder sa composition, comme on dit en anglais. Il a éclaté en sanglots en regardant les images de l'arrestation parce que ce McMillan-là était sur le trottoir et il disait à George Floyd, résiste pas, tu sais bien qu'on peut pas gagner, tu sais bien, calme-toi. Tu vois, alors lui, il est déchiré parce qu'il était présent, il essayait de calmer George Floyd et c'est ça la réalité d'être afro-américain confronté trop souvent ici aux États-Unis à des policiers blancs qui agissent de manière forte à la moindre opération. Dans ce cas-là, cet homme-là est en larmes de ne pas avoir réussi à convaincre George Floyd de se calmer et d'attendre simplement que les policiers l'arrêtent parce qu'il était parti pour ça, il ne pouvait pas gagner sur ce terrain. Que c'est troublant revoir tout ça, tous ces témoins. Richard suit ça pour nous. Merci Richard. On te retrouve bien sûr au TVA Nouvelles. On va revenir à ce qui se passe chez nous parce que vous avez vu là, on a l'impression qu'on s'approche de l'heure de vérité dans les négociations du secteur public et parapublic. Mobilisation dans bien des coins du Québec de la part des syndicats. Dépôt de nouvelles offres du gouvernement. On va voir ça ensemble parce qu'ils ont bonifié un peu ce qui était sur la table. Emmanuel, un mot sur le portrait général de la situation quand on regarde ces offres-là. Donc, l'offre salariale pourrait passer à 6 en 3 ans, donc 2 par année, là, mais à condition que l'inflation augmente un peu et que la relance économique se manifeste. Il y a de gros sous sur la table, évidemment, ça va vite dans le secteur public. Qu'est-ce que tu penses d'abord des offres qui ont été rendues publiques là, tout à l'heure?
Je pense que c'est des offres qui sont très habiles, je dirais, de la part de la présidente du Conseil du Trésor, où on répond à cette demande des syndicats d'offrir quelque chose de plus généreux, mais où on fait porter le poids, finalement, aux syndicats d'accepter ou non une offre que les finances publiques du Québec sont capables de soutenir ou pas. Parce que c'est ça, ce 1 de plus viendrait avec une croissance économique. Ça commence à être difficile pour les grands syndicats de s'indigner de ces offres-là. Au moment où les offres ont été présentées, c'était une chose d'être mécontent, de dire que c'était insuffisant. La réalité a changé. Il y a un déficit maintenant qui va s'étaler sur 7 ans et ça demeure des offres plus généreuses que ce que les syndicats avaient accepté quand le gouvernement était en position de surplus. Alors, j'ai de la misère à concevoir comment tout d'un coup on s'indigne et là on joue le jeu qu'on va aller en grève puis on recommande à nos membres de voter contre. Il y a quelque chose qui ne colle plus à la réalité d'aujourd'hui, d'autant plus que les secteurs de la fonction publique qui ont l'appui total de la population, c'est qui? Les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, on a réglé le sectoriel, le non salarial avec eux, et les profs, pour qui on va augmenter les salaires, à part du reste de la convention collective. Alors, je vois pas où les syndicats s'imaginent qu'ils ont une grande marge de manœuvre dans l'opinion publique. Parce qu'il y a un autre volet aussi. Là, le gouvernement propose de créer 1500 emplois à temps plein dans le réseau de la santé. Bon, on blinde le salaire des préposés aux bénéficiaires, là, pas loin de 50 000 par année. Tiens, 500 employés de plus, vous le voyez, à la DPJ et une prime, justement, pour les intervenants dans les centres jeunesse. Mathieu et Pierre. Vas-y, Mathieu. Vas-y. Moi, ce que j'allais dire, c'est que ce qui est étonnant, c'est qu'on choisit de négocier en pleine pandémie, en pleine troisième vague, tout ça. Il paraît que c'est le choix du gouvernement. Les syndicats auraient supposément proposé de retarder puis de continuer à travailler avec la convention collective actuelle. Ce qui m'intéresse dans le parallèle avec la pandémie, c'est que ce qui marche actuellement en pandémie, c'est quand on fait des interventions chirurgicales, quand on fait pas du mur à mur, quand on parle pas d'une auto, mais bien des essuie-glaces ou du moteur ou des pneus. On fait pas juste un gros ensemble. Alors ici, les gens des syndicats évoquent qu'ils ont de la misère à garder leurs employés. Il y a un problème de rétention dans ces emplois-là. Alors, allons voir précisément quels sont les postes qui sont insupportables, quels sont les postes qui sont mal payés, et ces postes-là devraient faire l'objet d'une bonification additionnelle. On sait que le morcellement n'a pas été à l'agenda, mais j'ai l'impression qu'il va falloir aller là. Oui, c'est ça, il bonifie. Mathieu, au niveau de la guerre de l'opinion publique, parce que c'est un peu ça dont il est question depuis quelques heures, est-ce que le gouvernement, oui ou non, a réussi à présenter ces offres comme étant raisonnable dans le contexte actuel? Oui, et puis j'ajouterais que toute menace de grève en ce moment semble fondamentalement déraisonnable. C'est-à-dire la rumeur, la possibilité de la grève est accueillie, je crois, par l'opinion raisonnable. Pas par des gens qui sont anti-syndicaux. On ne parle pas de la droite antisyndicale. Le commun des mortels, je crois, se demande en ce moment qui peut sérieusement envisager la possibilité de l'ombre d'une grève. Donc une fois qu'on dit ça, je crois, puis tout le monde sent, me semble-t-il, que là, on a dépensé beaucoup pour la pandémie. La question des finances publiques va se reposer de manière centrale dans les prochaines années. Ça redevient une question centrale. Les années de banquet sont terminées. Bon, sachant cela, désormais, tout le monde se dit que s'ils sont capables d'avoir, les syndicats, avoir quand même des propositions substantielles, chercher à exercer un rapport de force exagéré en ce moment, c'est manquer de sens du bien commun. Et moi, à tout le moins, c'est comme ça que je reçois ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même des limites à une forme de pression qui est pas loin de relever du chantage. Demander raisonnablement, c'est une chose. Décider de prendre la possibilité de prise d'otage collective, beaucoup moins. Mais Mathieu, si je peux me permettre, tu crois pas quand même que, dans le meilleur des mondes, en tout cas, on pourrait morceler? Parce que, comme le disait Emmanuel, il y a des corps de métier pour lesquels la population a été très sensibilisée avec cette pandémie-là. Mais ils le font morceler. C'est ça l'enjeu. Et je pense que c'est ce qui est très et c'est ce qui c'est ce qui explique une partie de la colère des syndicats, objectivement. C'est que le gouvernement dit, dans une partie du montant, là, le forfaitaire, là, donc il y a comme un gros pot d'argent, là, qui est pour augmenter des salaires ici et là. Le gouvernement dit, on va en prendre une plus grosse partie pour les petits salariés, ceux qui gagnent moins de 50 000. Comment vous voulez y arriver? On va en parler. Après ça, les profs, les enseignants, les préposés aux bénéficiaires, c'est eux qui ont droit à plus que les autres. Mais ça, les syndicats, ils sont pas contents.
Parce qu'objectivement, eux, ils aiment ça, négocier pour remonter tout le monde en même temps. Et là, le gouvernement est dans une position où il ne bougera pas là-dessus, mais ce faisant ça, il prive les syndicats, je crois, d'une partie de ce qu'ils peuvent sommer comme appui à la population, parce que les gens vont finir par comprendre que ceux qu'ils aiment et qu'ils appuient, etc., eux vont avoir les augmentations de salaire. Puis une autre chose que Mme Lebel a dit, que j'ai trouvé quand même intéressante et qu'on souligne jamais, elle dit ça, c'est des propositions de convention collective. Mais quand on parle de climat de travail, quand on parle de conditions de travail, il faut tenir compte du reste de l'argent que le gouvernement met de l'avant. Le gouvernement a mis 10 milliards d'argent en santé dans le dernier budget, puis 1,5 milliard pour l'éducation. Cet argent-là, ça s'en va pas à acheter de la peinture, là. Ça s'en va à embaucher des tuteurs, de l'aide, changer les choses. Mais tout ça, ça contribue aux conditions de travail. Comme quoi, c'est en lien à la pandémie quand même, ça. Comme quoi, il y a toute une partie d'échec qui vient de commencer. On va suivre ça attentivement, bien sûr. Ne bougez pas dans un instant. Le recteur de l'Université d'Ottawa se manifeste dans l'affaire Attaran. Emmanuel Henry, j'ai hâte de voir comment Pierre et Mathieu réagissent. Dans un instant. J'attends Mathieu, c'est pour ça. Écraser, ce n'est pas facile. Alors ne le faites pas seul. Nicorette Vapo Éclair commence à agir sur les envies de fumer en 60 secondes pour aider à augmenter vos chances d'écraser. Nicorette, faites quelque chose d'extraordinaire. Restez à l'écoute pour obtenir 2 rubans Alien Tape gratuits. Oui, c'est gratuit. Voici enfin le ruban Alien Tape, le ruban adhésif révolutionnaire sans colle, suffisamment puissant pour supporter un poids de 17 livres et demi sur la plupart des surfaces. Vous aimerez Alien Tape, un ruban adhésif révolutionnaire qui supporte efficacement tout objet sans crochet et sans aucune vis. Et il y a plus, le ruban Alien Tape est réutilisable. Il suffit de le nettoyer, de le rincer et le tour est joué. Utilisez-le pour maintenir des objets en place. Le blocage est immédiat et les objets sont en sécurité. Pour l'enlever, une simple torsion suffit. On le retire facilement puisqu'il n'y a pas de colle. Pour un mur de gypse, c'est beaucoup mieux que des clous. Inutile de percer les meubles. Alien Tape reste en place jusqu'à ce que vous décidiez du contraire. Tout aussi idéal pour le verre. Utilisez-le pour les serviettes plus lourdes. Tout reste en place. Et vous le retirez ensuite, il n'y a aucune marque. Alien Tape défie la gravité même si la surface est mouillée. Alien Tape s'agrippe à presque toutes les surfaces, même des objets lourds sur un mur de pierre. Utilisez-le à l'extérieur. Aucune vis, aucune perforation. Réversible et réutilisable, vous l'utiliserez n'importe où. Tout aussi efficace pour les meubles, on n'endommage pas le plancher. Même résultat avec les tapis. Utilisez-le dans la voiture pour maintenir les objets en place. Et sécurisez aussi votre cellulaire. Appelez ou consultez notre site pour obtenir le ruban Alien Tape pour seulement 19,99 $. Mais attendez, commandez aujourd'hui et obtenez 2 rubans additionnels. Tout à fait gratuits. Il y a plus. Nous les livrerons gratuitement. La livraison est gratuite. Vous recevrez 21 pieds de ruban Alien Tape pour 19,99 $. Commandez les vôtres aujourd'hui. Appelez au numéro affiché à l'écran ou consultez acheteralientape.ca pour recevoir 3 rubans Alien Tape pour 19,99 $. Commandez maintenant. Il faisait nuit lorsqu'Anna a entendu des cris et le bruit de mitrailleuses. Les gens autour d'elle couraient pour sauver leur vie. Mais dans le chaos et l'obscurité, Anna a perdu ses parents. Elle a dû marcher pendant des jours, malade et affaiblie, traversant la zone de guerre, horrifiée par les cadavres tout autour d'elle. Dans les pays déchirés par la guerre, les enfants réfugiés qui se retrouvent seuls, comme Anna, sont les plus vulnérables. S'il vous plaît, allez-vous nous aider à prendre soin d'elle? Dans le monde entier, les enfants réfugiés ont besoin d'une aide d'urgence et ils ont besoin de se sentir en sécurité pour commencer à se remettre du traumatisme vécu.
Appelez le 1-888-336-0505 ou visitez canadapourlesréfugiés.ca et faites un don de 21 $ par mois au HCR, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés. Allez-vous nous aider à les protéger? C'est donc bon, petit dindon. Dans ce tourbillon d'actualité politique aujourd'hui, devinez qui s'est manifesté. Le recteur de l'Université d'Ottawa, Jacques Frémont, pour parler en vidéo préenregistrée de l'affaire Attaran, de ce prof, on le rappelle, qui tient des propos racistes à l'égard des Québécois et du Québec. Voyons tout de suite, parce qu'il parle du prof Attaran, de son prof, donc sans le nommer cependant. Notre université, comme toutes les autres, doit s'opposer fermement à toute forme de racisme et de discrimination. Le ton, les procédés rhétoriques et la forme outrancière de certains gazouillis publiés ces derniers jours et qui reproduisent les préjugés envers le Québec et les Québécois sont rigoureusement inacceptables. Mathieu. Ben, c'est du renfort tardif, hein, pour le dire ainsi, c'est-à-dire celui moi je surnomme Attaran Duram, qui va commencer, qui continue à avoir ses propos, qui d'ailleurs il se radicalise, en soit dit en passant, on l'a vu ces derniers jours se radicaliser quand même en fin de semaine. Bon, mais cela dit, Frémont doit faire quelque chose, mais c'est le plus mauvais gestionnaire de crise que l'on connaisse. Arriver aussi tardivement, avec des propos aussi, à mon avis, tièdes, sans nommer la figure, donc un espèce de propos vaseux, général, sans être capable de dire le problème, c'est un homme, c'est pas d'ailleurs l'ensemble d'une institution. C'est un homme incapable de faire cela. Finalement, il met un 25 sous dans la crise pour la relancer pour un autre cycle. Donc, de ce point de vue, Jacques Frémont relance une crise. Il aurait pu espérer, avec ce qui se passe, avec la crise sanitaire, que ça s'épuise un peu. Eh bien non, un nouveau tour de manège grâce à Jacques Frémont. Ouais. Mais quand même, c'est magnifique. Pierre? Ben, moi, je trouve en tout cas que tant dans son ton que dans le choix des couleurs, hein, autant du fond derrière lui que lui-même, et tout est très gris. Alors, ça m'étonnerait que ça suscite des passions, même au Canada anglais. Non, mais moi, je pense que M. Frémont, par cette crise-là et les erreurs de sa gestion de cette crise-là, est cependant confronté à un problème très grave au sein de son université, qui est maintenant cette perception du deux poids, deux mesures à l'égard des différents professeurs et des différentes formes de racisme. Et moi, ce que je retiens cependant, c'est qu'il a nommé un ancien juge de la Cour suprême pour essayer de d'élucider le problème, là. Et donc, M. Frémont, finalement, s'inspire de M. Legault. Choisit concède qu'il y a un problème de gouvernance, à savoir comment on va régler ces enjeux de liberté d'expression face aux susceptibilités gauchistes et progressistes actuelles. Et moi, je pense que ce que je retiens de ça, pour voir le beau côté de la médaille, c'est qu'on essaie maintenant à l'Université d'Ottawa de cesser de se draper dans la vertu progressiste des micro-ci et des micro-agressions de ça et du privilège pour essayer d'en arriver enfin avec un cadre qui peut tenir la route au-delà des situations particulières. On verra de quoi va accoucher le juge Bastarache, mais au moins, il y a un effort qui est fait pour essayer de se doter d'un cadre plus raisonnable que ce qui existe en ce moment et qui s'est révélé être totalement ingérable. Deux poids, deux mesures, carrément. Oui, je pense que moi, le cœur de la chose est là. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que cette crise trouve son origine dans le fait qu'une professeure utilise le fameux N-word en classe dans une perspective pédagogique, dans un exercice académique en tant que tel, sans le début d'une trace de huitième d'intention raciste. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a Jacques Frémont lui-même qui nous dit à l'époque que le fait que des minorités décident de ressentir comme un geste raciste certains propos de la majorité, ça dépend pas de la majorité. Si c'est vécu comme une microagression, c'est une microagression. À ce moment-là, la sanction n'a pas attendu. À ce moment-là, la sanction était claire. Il y a une carrière qui était frappée, Vérouchka Lieutenant-Duval, là, tardivement, devant des propos explicitement discriminatoires, explicitement racistes, explicitement anti-québécois à tout le moins. Laissez même de côté le mot raciste, explicitement anti-québécois, une forme de ressentiment quasi haineux contre le Québec. Ça prend du temps à se manifester. Et là, soudainement, ça a pris du temps à se rendre compte qu'il y avait quelque chose de problématique. Le deux poids, deux mesures, on l'avait au visage. On a vu quand l'université agit d'elle-même, on voit quand elle est forcée d'agir. Ça nous en dit beaucoup, par ailleurs, je crois, sur une partie de la culture politique canadienne. Mais vaut mieux tard que jamais. Ouais, pas mal tard quand même. Voilà qui est dit. Revenons maintenant à
à ce qui sera annoncé au cours des prochaines minutes. Là, je vous le rappelle, point de presse du premier ministre d'Horacio Arruda ainsi que du ministre Dubé. Donc, on sait, je vous le rappelle, si vous joignez à nous, on s'attend à un resserrement considérable des normes de salubrité, pas de salubrité, mais de sanitaire, pardon, dans 2 coins du Québec. Et maintenant, on le rappelle, Québec-Lévis, également à la ville de Gatineau. On s'attend à un retour, au fond, à ce qui était en vigueur depuis plusieurs mois. Là. Oui, mais j'espère que ça va aller plus loin que juste ces 3 zones-là. Personnellement, en tout cas, pour Pâques, je m'attends à une nuance relativement. Au moins, en tout cas, une incitation à la prudence, s'il vous plaît. C'est ce qu'on entend. Il y a une urgence nationale d'agir dans ces régions-là où on a perdu le contrôle carrément. Et donc, il faut ressaisir ces régions-là. Mais il faut, je crois aussi, répondre à l'inquiétude généralisée de la classe médicale qui voit rentrer les cas, qui perdurent aux soins intensifs parce que ce sont des gens plus jeunes, donc sur lesquels on s'acharne davantage pour sauver leur vie et qui restent plus longtemps. Et il y a un risque réel de débordement très large. Donc, ça prend aussi une réponse et un cadre plus précis du gouvernement pour l'échelle de la province, me semble-t-il. Et tout est là, Mathieu, là, le concept de la riposte graduée en fonction du risque nouveau. Là. Pour parler de langage de guerre froide, mais qu'on me permette de confesser une espérance. C'est-à-dire qu'il faille des mesures plus fermes, très bien, qu'il faille justement éviter que tout déborde, très bien. Bien franchement, j'ai l'impression que la petite liberté gagnée, plus importante que toutes les autres, plus importante que bien des gyms depuis quelques semaines, c'est le report du couvre-feu. Hein, juste un peu ce rapport-là. J'espère qu'on va... Parce qu'il y a un sentiment de liberté minimale qui vient avec ça, surtout avec les journées à longe. J'espère que dans tout ce qui sera annoncé, on ne touchera pas à l'heure du couvre-feu. J'ignore ce qui en sera, mais j'espère que c'est une petite liberté qui n'est pas insignifiante, contrairement à ce qu'on pense. J'espère qu'elle sera conservée. On semble comprendre que le changement et le fait que le couvre-feu sera ramené à 20 heures sera limité. J'ai hâte de voir. J'ai bien compris. J'ai hâte de voir, mais je pense que le gouvernement ne devrait pas sous-estimer la portée symbolique du couvre-feu. Elle est importante. C'est pas une petite heure et demie gagnée dans le vide. Ouais. Je pense que ça a plus d'importance qu'il ne le croit. Mais si on a encore le temps, moi, j'aimerais juste rappeler que ma perception à moi, en tout cas, c'est qu'il faut changer ma perspective à moi relativement à cette pandémie-là, au virus puis au COVID-19 parce qu'avec les variants, c'est comme une nouvelle épidémie. Et comme le rappelait tout à l'heure Emmanuel, comme le rappelait Emmanuel Macron, 44% des victimes hospitalisées actuellement en France ont moins de 60 ans. Fait qu'il faut vraiment changer notre perception intime par rapport aux mesures sanitaires. Je vous rappelle donc le président Macron qui a parlé d'une nouvelle pandémie dans la pandémie. Ça, c'est la situation en France, mais le Québec n'y échappe pas, de même que toutes les autres provinces canadiennes. Mathieu, Pierre, Emmanuel, toujours un plaisir. Emmanuel, on va se retrouver au TVA 17h parce que le point de presse va suivre à l'instant. Merci d'avoir été là.